L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Voilà comment le pouvoir tolère nos luttes. Locales, sectorielles, dispersées. Eh bien, pas de bol pour lui. Aujourd'hui, nous changeons les règles du jeu. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine dans l'hebdo-parleur, 2 reportages et une conférence pour ne rien rater de l'actu des luttes. Et on commence avec un procès pas tout à fait comme les autres. Radio Parleur a rencontré Yann, militant contre les violences policières, passé à tabac par un policier lors d'une manifestation en hommage à Rémi Fraisse en novembre 2014. 5 ans plus tard, le procès de l'un de ses agresseurs a enfin eu lieu. Jeudi dernier, la décision de justice a été rendue par le tribunal correctionnel de Paris. À Paris toujours, ils sont vent debout contre le projet de loi Blanquer pour une école de la confiance. Enseignants et parents d'élèves sont mobilisés contre la réforme menée par le ministre de l'Éducation nationale. Leur crainte, une école à 2 vitesses et l'accentuation des inégalités entre le public et le privé. Nous les avons rencontrés à l'occasion d'une réunion publique sur la loi avec des députés La République En Marche. Enfin, au Brésil, l'élection de Jair Bolsonaro a amené au pouvoir l'extrême droite. De la fin de la dictature en 1985 jusqu'à la destitution de Dilma Rousseff en 2016, les gouvernements successifs n'auront pas réussi à proposer une alternative au modèle économique en place. Une élection qui s'inscrit d'autre part dans une tendance mondiale alors que des coalitions réactionnaires sont arrivées au pouvoir ces dernières années. L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Il aura fallu attendre 5 ans avant que ne commence le procès de l'un des policiers qui l'a frappé. Jeudi dernier, la décision de justice a été rendue contre l'agresseur de Yann, un militant contre les violences policières du collectif Désarmons-les. 5 ans, c'est long, d'autant que depuis cette agression, Yann s'estime victime d'un acharnement, une quinzaine de gardes à vue, des interdictions de manifester, des intimidations. Quand vous militez contre la police, vous êtes une cible. C'est la 3e manifestation qu'on organisait pour Rémi. Ce jour-là, c'est aussi une coïncidence, mais c'est le jour de création de l'Assemblée des blessés. Je m'appelle Yann B, c'est le nom que je donne. Et je suis membre d'un collectif qui s'appelle Désarmons-les, qui existe depuis 2012, et aussi d'un réseau plus large qui s'appelle l'Assemblée des blessés, qui réunit des personnes mutilées par la police, par des armes de police. Alors, nous sommes au tribunal correctionnel de Paris pour assister à un procès, celui d'un policier que vous accusez de vous avoir frappé lors d'une manifestation en novembre 2014, qui était une manifestation en hommage à Rémi Fraisse, qui était un opposant au barrage de Sivens. Est-ce que vous pouvez un peu me raconter ce qui s'est passé ce jour-là en marge de cette manifestation ? Donc on était réunis avec un certain nombre de blessés de toute la France pour constituer l'Assemblée des blessés. On décide de rejoindre en cours de route la manifestation pour Rémi Fraisse, qui allait de République à Gambetta. Et donc c'est à peu près 20 minutes avant la fin de la manifestation, à hauteur de la rue Saint-Hubert, que moi je me trouve à ce moment-là en queue de cortège. Donc je suis vraiment à la fin, je suis en train de prendre des photos un peu d'ambiance qui servent pas à grand-chose, je prends juste des photos. Et à cet endroit-là, donc au croisement de l'avenue de la République et de la rue Saint-Hubert, il y a les compagnies d'intervention qui se déploient, donc en uniforme. Et au même endroit, il y a des agents en civil qui, à un moment donné, me décident de venir vers moi. Ils font ce qu'ils appellent une triangulation. Enfin, c'est ce qui est, en tout cas, le terme qui est utilisé dans le dossier, c'est-à-dire qu'en gros, on m'encercle. Et à ce moment-là, je me fais coincer devant une barrière de sécurité par 1, puis 2, puis 3 policiers, qui en fait sont tout de suite agressifs. Le premier, il me dit contrôle d'identité, et moi j'ai juste eu le temps de dire pour quel motif, qu'un deuxième policier qui se trouve à ma droite me met un coup d'épaule. Je me sens agressé, et du coup je fais 3 pas sur le côté, et en même temps que je fais ces 3 pas, je me suis saisi par le poignet, on me jette par terre, et là c'est 6 personnes qui me tabassent. En fait, moi, je suis face contre terre, au pied des compagnies d'intervention, donc au milieu d'un certain nombre de jambes. Je me prends en fait des coups de pied et des coups. On essaye, à un moment donné, on me traîne un peu, on essaye de me relever. Et là, il y en a un d'eux que je vois très très bien à l'époque, qui me prend l'arrière de la tête avec sa main et me tape la tête, le front sur le sol.
Et donc voilà, une agression a priori pas d'une particulière violence, mais en tout cas voilà, qui est incompréhensible, totalement incompréhensible. Pourquoi pas d'une particulière violence? Parce que se faire taper la tête contre le sol, c'est quand même assez violent pour la plupart des gens. C'est un peu l'enjeu de ce procès-là aussi, c'est de dire que la violence, elle commence à partir du moment même où on est roué de coups. Quels que soient les motifs, c'est des policiers en civil qui sont pas identifiés comme des policiers. Et voilà, je suis roué de coups. On me relève vite fait derrière un camion, on fouille mes affaires et on me fait un contrôle d'identité totalement illégal, c'est-à-dire qu'on me braque une caméra sur le visage et on me demande de donner une identité. Et moi, je me retrouve un peu perturbé à ce moment-là, mais je me dis, je suis comme beaucoup de manifestants, je fais l'objet de violences policières. À l'époque, l'Assemblée des blessés n'était pas encore créée. Pourquoi vous avez été, à votre avis, pourquoi vous avez été pris pour cible comme ça ? Je ne sais pas quelles ont été les raisons à ce moment-là. J'essaye de ne pas être complotiste, j'essaye de ne pas être paranoïaque et de me dire c'est un hasard. Et c'est vrai que j'étais déjà très actif sur les questions de violence policière à cette époque-là. J'ai subi un certain nombre de choses a posteriori depuis qui sont gravissimes et qui ont en fait considérablement pourri ma vie en fait, qui continuent aujourd'hui de pourrir ma vie. Au printemps 2016, j'ai été interdit de manifestation à 5 reprises. À l'été 2016, je suis interpellé à Nantes dans le cadre d'une action assez symbolique, c'est-à-dire c'est perturber le discours d'ouverture du Festival de l'Erdre. Je suis arrêté et placé en rétention judiciaire sur le fondement du fichier des personnes recherchées. Ça s'arrête jamais en fait. Ça s'arrête jamais. Et là récemment encore, j'ai été arrêté à la sortie du train sur un motif de port d'armes. Il s'est avéré que c'était pas vrai, que ça justifiait absolument pas l'espèce d'escalade sécuritaire qu'il y a eu en l'espace de 24 heures. Alors évidemment, on peut évidemment détacher toutes ces affaires les unes des autres, on peut considérer que c'est des concours de circonstances, mais en fait le fait est que l'un de mes agresseurs en 2014, je l'ai revu à plusieurs reprises et notamment à mes procès. Donc en fait, vous estimez que c'est votre travail contre les violences policières qui engendre un tel acharnement juridique contre vous ? Moi, j'ai mes certitudes qui vont dans ce sens-là, oui. C'est-à-dire que je suis quand même assez radical dans ma contestation de l'institution policière depuis suffisamment d'années. J'ai une fiche grosse comme très grosse comme un livre. C'est les policiers eux-mêmes qui le disent. Et ça justifie toutes sortes de tracasseries sans aucun fondement judiciaire, c'est-à-dire sans aucune accusation de délit. Ils ont rien, ils ont jamais rien en fait. Mais ils me tracassent, ils m'emmerdent, ils me mettent en garde à vue. Je suis quand même à ma 15e garde à vue. C'est quand même très 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 désagréable. Et ça a un impact psychologique sur ma vie, etc. Parce que je sais jamais, maintenant aujourd'hui j'ai peur de moindre contrôle de police parce qu'un contrôle d'identité m'amène au commissariat. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Ce n'est plus de l'inquiétude, c'est de la colère. C'est ce qu'ont déclaré les enseignants et les parents d'élèves mobilisés ce soir-là contre le projet de loi Blanquer. Un projet de loi qu'ils accusent de vouloir accentuer la concurrence entre le public et le privé. Face aux députés de la majorité, Mounir Majoubi et Anne-Christine Lang, le ton était houleux. Radio Parleur a cherché à comprendre les raisons de cette colère. Donc, attendez. Si, c'est travailler ensemble. Non, c'est travailler ensemble. Et on le fait déjà. Alors, si vous le présentez comme ça, évidemment que les parents ils vont comprendre, ils vont dire ah mais c'est vrai, en fait, ils ne travaillent pas ensemble, les enseignants. Et il faut que la continuité pédagogique soit assurée. Attendez, de la maternelle au collège. Très bien. Et vous parlez des regroupements pour redonner, un dynamisme. D'accord. Ça veut dire que dans le milieu rural, en fait, c'est parce que les écoles ne sont pas ensemble que les écoles sont pas dynamiques et qu'à deux classes on n'est pas dynamique. Non, mais attendez. Ouais. Bon, okay. Non. La scolarité obligatoire à 3 ans. Pareil, vous allez me dire, mais c'est une formidable idée, c'est formidable que les gamins qui ne soient pas scolarisés, ils y vont. On y va. C'est où? C'est à Mayotte. Et en Guyane. Il y a les créations de postes nécessaires pour que les gamins ils soient scolarisés à 3 ans à la rentrée? Non. Pourquoi on le fait? Alors nous, on pense, et pas avec inquiétude, avec colère, que c'est pour que le privé il gagne plus d'argent. Il gagne plus d'argent pour les élèves. Non, je vais finir. Non, mais attendez, parce que le problème... Non, mais attendez, madame. Attendez. Vas-y, allez-y, finissez là. Ensuite, la formation. Là, et alors j'en oublierai sans doute, vous compléterez, la réforme de la formation initiale. Déplacer la place du concours en fin de Master 2. La formation initiale. Et les parents d'élèves, ils ne sont pas comme ça? Qu'ils savent que quand le professeur de leur enfant est absent, il pourrait être remplacé par un étudiant?
Voilà. Non. Fake news. Non. Et ça veut dire que cette étude. Alors vous allez dire que c'est une fake news. Mais oui, mais pourquoi? Mais c'est étonnant parce que justement cette application-là, ça change tous les 4 matins. Un jour ils vont gagner 900 €, un autre jour ils vont gagner 700 €. Merci à vous. Moi je voudrais juste dire une chose. Là, il y a des personnes qui sont exprimées, notamment vous deux. Profondément, vous n'êtes pas d'accord. Et vous êtes restés jusqu'au bout. Alors moi, je veux vous remercier. Ça va? Excusez-moi, est-ce que juste je peux vous demander ce que vous avez pensé de la réunion publique? C'est trop là. Là franchement, il faut que je sois à 20h30 chez moi, il est 20h15. Je m'appelle Magali, je suis prof des écoles, je suis citoyenne sur le 19e, je suis aussi maman d'élèves et j'ai trouvé que cette réunion était un dialogue de sourds en réalité. Je me sens totalement méprisée dans mon métier. Quand on me dit si vous n'êtes pas contente, allez faire de la politique. Moi de la politique j'en fais tous les jours dans mon métier en réalité. Je suis sur le terrain, je prépare des citoyens, donc mon métier n'est pas méprisable. Par contre, faire de la politique un métier, ça c'est un problème. Et du coup, en quelques mots simples, la loi, vous en diriez quoi aujourd'hui ? Alors pour moi, c'est une loi qui va permettre de mettre en concurrence les écoles, qui va permettre à terme de favoriser la diffusion des écoles privées, l'explosion des écoles privées, et du coup qui va contre l'égalité des chances des élèves. Ça c'est clair et net. L'école à 2 vitesses, avec d'un côté les établissements du socle commun et de l'autre les établissements internationaux, on l'a dit tout à l'heure. C'est une loi aussi qui détricote le maillage local de l'école en effectivement mettant sous la houlette des chefs d'établissement, de collège, plusieurs écoles élémentaires, plusieurs écoles primaires, parce que ça ne concerne pas que les élémentaires, ça concerne aussi les maternelles. Du coup, il y aura beaucoup moins de proximité, parce qu'un directeur d'école, c'est un maillon très important, et pour nous, enseignants, et pour les parents d'élèves. Là, on nous met en plus des supérieurs hiérarchiques directement sur le terrain. C'est un vrai problème en ce qui concerne notre liberté pédagogique. Et la liberté pédagogique, c'est pas un truc d'anarchiste en fait. La liberté pédagogique, c'est la liberté d'être expert de terrain, c'est-à-dire de pouvoir adapter notre pédagogie en fonction des élèves qu'on a en face de nous. Et les pédagogies, elles peuvent être différentes parce que tous les élèves sont différents. Et si on prend un même moule pour chacun des élèves, ça peut pas fonctionner, ça c'est sûr. Si on veut faire une loi qui tienne la route pour l'école, eh ben, il faut consulter d'abord les gens qui font l'école. Et les gens qui font l'école, c'est les professeurs. On a un point de vue, c'est pas un point de vue d'opposition purement pour s'amuser à s'opposer, c'est pas ça. On a un point de vue d'expert de terrain, c'est tout. Et donc si on ne consulte pas, si on ne prend pas en compte ce qu'on fait tous les jours dans nos classes, qu'on prend des choses qui viennent comme ça hors sol et qui en plus déstabilisent totalement l'esprit de ce que c'est que l'école aujourd'hui en France, en République, il y a un problème de fond. Donc bien sûr qu'on est ému. D'autant que si c'est pour faire augmenter le niveau des élèves, même si moi je pense que le but, la finalité de la loi, c'est pas vraiment celle-là, mais... Je m'appelle Arthur et je suis professeur des écoles. Au niveau de la mobilisation, il y a des prochaines dates de manifestation qui arrivent? À partir du 9 mai, c'est une date de fonction publique, de grève fonction publique. Et après, l'idée, c'est qu'après le 9 mai, d'essayer de partir, continuer à la grève, quoi, en reconductible. Et après, en fait, la semaine d'après le 9, il y a la loi qui passe au Sénat, en discussion au Sénat. Et donc, le projet qu'on a discuté en AG ce matin, c'est de faire une semaine de mobilisation à fond, quoi. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Le 28 octobre 2018, Jair Bolsonaro accède au pouvoir au Brésil et avec lui, c'est l'extrême droite qui fait son entrée à la tête de la nation. Une arrivée qui vient aussi couronner l'échec de la construction démocratique au Brésil. Pour en parler, Radio Parleur a enregistré une conférence menée par João Paulo Castro, anthropologue travaillant sur les politiques mémorielles et la violence d'État, et Michael Lowy, sociologue et directeur de recherche émérite au CNRS. Avec Roberta Sampaio Guimarães, anthropologue spécialiste des conflits sociaux à Rio de Janeiro, il nous explique le tournant qui a constitué l'élection de Jair Bolsonaro à la tête du pays. Alors, dans chaque pays, il y a des explications spécifiques à chaque pays. Pourquoi c'est arrivé. Et aussi, ça prend des formes propres à la culture de chaque pays. Dans certains pays, en Europe par exemple, c'est contre l'ennemi, entre guillemets, les boucs émissaires, c'est les immigrés, les musulmans, les Roms. Dans d'autres pays, c'est les minorités sexuelles, etc. Il y a ce qui prédomine, cependant, c'est un nationalisme xénophobe, raciste,
ou le fondamentalisme religieux, ou une combinaison des deux. Hein. Les deux vont très bien ensemble. Hein. Bon, alors, il y a une très grande diversité, mais il y a quand même quelques traits communs à la majorité, sinon à tous. Bon, l'autoritarisme, évidemment, une espèce de nationalisme intégriste, je dirais, hein, dont la matrice est Deutschland über alles, mais qui prend des formes des variantes dans chaque pays. Bon, aux États-Unis, America First, au Brésil acima de tudo, mais enfin, c'est exactement la même. Hein. Accompagné d'une intolérance religieuse ou ethnique, et l'idée que la violence policière militaire est la réponse adéquate aux problèmes sociaux. Bon, les qualificatifs de sémifasciste ou fasciste s'appliquent à certains, pas à tous. Par contre, le terme de populisme, qui est beaucoup utilisé dans les médias et parfois aussi dans les Sciences Po, à mon avis, ça ne sert absolument à rien. Hein. C'est une mystification qui ne sert qu'à confondre ou à manipuler. Bon. Maintenant, comment expliquer ce spectaculaire essor de l'extrême droite dans des contextes tellement différents, expression des contradictions spécifiques dans chaque pays ou région, hein. Mais c'est quand même une tendance planétaire. Bon, on peut avancer quelques hypothèses. Hein. Bon, on peut dire c'est la globalisation néolibérale, sans doute. C'est, disons, l'élément de fond fondamental. Mais ça n'explique pas pourquoi dans tel pays et dans tel autre, etc. Après, il y a la crise. Hein, la crise qui commence en 2008, la crise financière du capitalisme. Bien, c'est sans doute très important pour la victoire de Trump, aussi pour celle de Bolsonaro, etc. Mais ça ne peut pas expliquer tout. Par exemple, en Europe, certains des pays où l'extrême droite est la plus influente, comme la Suisse ou l'Autriche, par exemple, ce sont pas des pays particulièrement affectés par la crise. Par contre, des pays comme un pays comme le Portugal, qui a connu un chômage énorme à cause de la crise, eh bien, l'extrême droite est très marginale. Hein. Donc, il faut, c'est pas une explication suffisante. Hein. Donc, évidemment, il y a l'échec de la gauche. Hein. L'échec de la gauche, le ralliement de la social-démocratie au néolibéralisme, d'une part, la crise du mouvement communiste avec l'écroulement du soi-disant socialisme réel, etc. Bon, donc ça fait partie évidemment des explications. Mais franchement, toutes ces explications sont nécessaires, mais à mon avis, elles ne sont pas suffisantes. Hein. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé vraiment la bonne explication. Hein, une explication qui rend compte d'un phénomène qui est planétaire et qui est vraiment une vague brune sans précédent depuis les années 30. Il faut revenir aux années 30 pour trouver quelque chose d'analogue, même si ce n'est pas la même chose, bien entendu. Bon, maintenant, le dernier épisode de cette vague brune, c'est le Brésil. Hein, c'est le Brésil, Bolsonaro. Alors, Bolsonaro semble plus proche, effectivement, du fascisme classique, hein, par plusieurs aspects. Hein. Le culte de la violence, hein, la haine viscérale de la gauche et du mouvement ouvrier. Bon, le nationalisme intégriste, etc. Il y a beaucoup de ressemblances, je dirais, avec le Mussolini des années 20, hein, y compris le style du personnage, enfin, les coups de menton. Enfin, il y a beaucoup du Mussolini des années 20, à une époque où il existait encore un parlement et où le racisme n'était pas encore le thème principal. Donc, évidemment, il y a une dimension raciste évidente dans le discours et les pratiques de Bolsonaro, comme l'a dit Roberta. Mais je pense que quand même, contrairement à l'extrême droite européenne, ce n'est pas le thème principal. Hein, c'est pas le thème principal. Bon. D'ailleurs, si on compare Bolsonaro donc, avec l'extrême droite européenne, on voit, outre la question du rôle du racisme, on voit d'autres différences significatives. Premièrement, la question de la lutte contre la corruption. C'est un thème qui n'est pas très présent dans l'extrême droite européenne. Ça paraît ici ou là, mais enfin, ce n'est pas un grand drapeau. Au Brésil, au contraire, c'était essentiel. C'est d'ailleurs un vieux drapeau de la droite conservatrice au Brésil, hein, depuis des décennies, hein, au moins depuis les années 50. La lutte contre la corruption.
Et évidemment, il y avait une indignation légitime de la population brésilienne contre la corruption des politiciens, pas seulement du PT, mais pas seulement. Mais bon, ça a été évidemment manipulé par Bolsonaro. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. L'hebdo-parleur, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Un hebdo-parleur qui vous raconte les luttes, toutes les luttes, des reportages à retrouver en intégralité avec tous ceux qui remplissent notre programmation quotidienne, sans compter nos entretiens et nos émissions. Tout ça, c'est sur notre site radioparleur.net. Une actualité à retrouver aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, à la semaine prochaine pour un nouvel hebdo-parleur. C'est votre sélection hebdomadaire au cœur des luttes et des mouvements. L'actualité à ne pas manquer. Watch that man cry.